Alors merci beaucoup, ravie d'être avec vous donc, pour cette deuxième journée des rendez-vous de l'ergonomie. Donc en fait l'idée c'est vraiment qu'on vous propose avec Marisol un petit peu déjà comment on en est venu à ces réflexions et surtout on veut provoquer chez vous des réflexions dans vos propres pratiques d'intervention. Donc on va un petit peu animer cette introduction aussi de manière à pouvoir vous donner la parole ensuite et que vous projetiez dans certains éléments, que ça vous rappelle des choses. Aussi des difficultés, parce qu'on a une petite tendance aussi à présenter nos interventions quand tout va bien, quand ça marche, etc. Donc là, on va voir que finalement, avec les réflexions qu'on a faites avec Marisol, on s'aperçoit aussi qu'il y a des choses qui ne marchent pas tout à fait comme souhaité, notamment avec cette question sous-jacente du développement. Donc pourquoi ? Alors comment nous on s'inscrit alors peut-être on s'inscrit du coup plutôt dans un moment 3, si je reprends l'introduction de Flore et Marianne hier. En tout cas, moi, clairement, je m'inscris dans le moment 3, puisqu'avant, je viens des sciences de gestion. Donc, je suis arrivée dans l'ergonomie à partir du moment où il y avait ce projet d'ergonomie constructive qui était du coup porté et qui a donné lieu à l'ouvrage de Pierre Falzon, Ergonomie constructive. Et donc, hier, il y a eu une question d'une étudiante sur qu'est-ce que l'ergonomie constructive et les capacités. Donc, je vais aller un petit peu rapidement parce que ce n'est pas l'objet de l'introduction, mais voilà, juste on se situe du coup dans une approche inspirée de la théorie d'Amartya Sen, des capacités. Capacité, c'est je sais faire et j'ai le pouvoir effectif de faire. Donc, c'est voilà, l'exemple connu du droit de vote qui ne suffit pas. L'idée, c'est d'avoir la capacité de voter, c'est-à-dire de pouvoir se rendre dans le bureau de vote, de pouvoir avoir accès à l'information, etc. Donc ça, c'est des exemples un peu classiques sur les capacités. Et quand on le transpose à l'organisation, alors au départ, c'est finalement une approche un peu macro, même si je reprends la terminologie de Flore hier. C'est une approche un peu macro parce que c'est évidemment des approches sociétales. Pour autant, quand on l'a transposée dans les organisations, cette approche, on est revenu vers une approche assez micro qui aujourd'hui, du coup, me convient un petit peu moins, on va le voir dans les approches du développement, un peu centré sur le sujet. Alors au départ, on cherchait à développer ses compétences et l'idée, c'était de développer maintenant ses capacités avec du coup les potentialités et les possibilités que l'organisation peut fournir à l'individu. Donc un peu une approche aujourd'hui que j'essaye de remettre à un niveau plus méso, si on reprend toujours ces 3 niveaux. Et donc, on se situe quand même clairement dans cette idée de méso, c'est-à-dire de développement de l'organisation. C'est l'organisation qu'on cherche à développer, on s'inscrit vraiment dans ce qu'Antoine aussi nous a proposé hier. Et c'était clairement quand même l'objectif qui était affiché dans l'introduction de ce bouquin. L'objectif de l'ergonomie doit être le développement. Et en particulier, le développement des organisations, ce qui était quand même... alors aujourd'hui, pas très nouveau, mais à l'époque, quand même, on était quand même sur le développement de la tâche, du sujet, etc. Donc là, il y avait un peu comment on saisit cet objet même d'organisation. Et on va voir aussi que ça mérite une définition de ce qu'est l'organisation pour pouvoir aussi la transformer, cette organisation. À partir du moment où elle est vue comme fixe, figée, elle est difficilement transformable. Donc c'était aussi voir avec les acteurs dans l'organisation comment on pouvait aller à ces échelles-là. Évidemment, ça interpelle nos interventions. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc... l'idée, c'était aussi de se dire le développement, ce n'est pas seulement un fait, un moyen, c'est aussi une finalité de l'intervention. Et donc, on doit rendre cette finalité explicite. Donc ça, c'était un peu nos premières interrogations, même si Marisol s'inscrit un peu dans les moments 1 et 1, surtout. Plus historiquement, tu veux ajouter ? Non. Du coup, dans l'acception aujourd'hui, alors dans l'acception du développement, on est quand même un peu obligé de passer par cette définition du développement parce que c'est quand même ce qui nous anime et autour de l'ouvrage et autour de ces journées. Alors aujourd'hui, du coup, vous avez vu, c'est vraiment développement des capacités, donc de la possibilité aussi offerte aux individus de pouvoir se développer dans les organisations. Et aujourd'hui, du coup, je vous disais comment on s'inscrit dans cette échelle organisationnelle. On a une nouvelle acception du développement qui rejoint les considérations hier de Paul et Marianne, plus donc inspirée de John Dewey, qui est donc un philosophe pragmatiste américain. Et c'est le fameux courant pragmatiste qui est aujourd'hui très utile pour moi en sciences de gestion, parce qu'à mon avis, ça me permet de faire un pont entre la gestion et l'ergonomie assez facilement, ce qui n'était pas toujours le cas dans d'autres approches de l'organisation ou en sciences de gestion. Donc l'idée, c'était de se dire, voilà, est-ce que la théorie d'Amartya Sen et la théorie des capacités, elle reste toujours utilisable dans le sens où elle est quand même très centrée sur le sujet individuel, ses capacités, et parfois, du coup, renvoie à des interventions plus classiques. Et aujourd'hui, du coup, on retient cette définition et cette approche un peu pragmatiste des capacités. Le développement, quand il existe, nous dit Yves Clos, qui lui-même s'inspire de John Dewey, est le résultat d'une épreuve qui affecte l'activité et à laquelle on ne peut se dérober. Et donc, ça rejoint dans les approches un peu pragmatistes cette idée d'une situation indéterminée
qui entraîne une interruption un peu des habitudes de travail, une rupture un petit peu dans les habitudes de travail, et qui oblige les membres de l'organisation à se questionner ensemble pour trouver, du coup, expérimenter des nouvelles choses pour que l'organisation continue à s'organiser. Donc c'est vraiment c'est cette situation indéterminée que l'on essaye aujourd'hui d'accrocher par l'intervention, ce qui élimine un petit peu les approches purement métiers. Donc c'est-à-dire qu'aussi dans nos approches participatives, on va le voir, on ne va plus mettre les mêmes métiers autour de la table, mais bien des métiers complémentaires qui ne se voient pas toujours, qui ne travaillent pas toujours dans les mêmes espaces ni les mêmes lieux, de manière à pouvoir du coup développer l'organisation, parce que sans cette enquête, si l'enquête est empêchée, que les personnes ne peuvent pas enquêter, expérimenter de nouvelles choses, les organisations sont vouées sont appelées à leur perte. Donc du coup voilà, l'idée c'est d'avoir une acception du développement un peu pragmatiste sur cette épreuve qui affecte l'activité à laquelle on ne peut se dérober. Mais les organisations ne facilitent pas toujours l'expérimentation autour de cette fameuse épreuve. Donc nos réflexions en fait prennent leur source dans plusieurs symposiums qu'on a organisés déjà depuis pas mal d'années avec Marisol, notamment à la SELF, plusieurs SELF, à l'IEA aussi. Alors là, on a dressé notre réflexion à une communauté plutôt internationale. Vous voyez que ce n'était pas tout à fait toujours... avec Flore aussi, toujours facile de communiquer avec cette communauté. Et cette question du développement, finalement, est un peu implicite dans les travaux. Donc, on avait eu, voilà. Et aussi, on a eu l'opportunité avec Marisol de faire un numéro spécial dans la revue Activité sur lequel on va s'appuyer pas mal aujourd'hui pour à la fois revenir sur des défis de ce qu'on avait appelé l'intervention capacitante, à la lumière des réflexions qu'on a eues pour cet ouvrage, tous ensemble, avec Christophe, Gaëtan, voilà, Flore, Marianne, etc. Et donc Antoine. Donc en fait, c'est un peu remettre en perspective cette réflexion que l'on avait eue dans ce numéro spécial aujourd'hui pour interpeller l'intervention et vous donner aussi matière à réfléchir sur vos propres interventions. Merci. Et justement, à partir de ce numéro spécial, on avait regroupé, je ne sais plus, on était une petite dizaine d'ergonomes, chercheurs, praticiens. Et on s'est rendu compte à l'issue de ce numéro spécial, donc on a été interpellé par plusieurs personnes, dont Marianne Serre qui est ici, et qui nous a très justement dit c'est très intéressant tout ce que vous dites, mais finalement, on ne comprend pas très bien de quel développement on parle. Vous le mobilisez tous, vous le posez comme un objectif de votre intervention, mais ce n'est pas explicitement posé. Et d'où le projet dont on a parlé hier de ce livre, et aussi d'où l'intervention de Flore et de Marianne hier en introduction, pour poser déjà le fait que la question de développement n'était pas nouvelle. Donc ça, je ne reviendrai pas dessus sur l'historique, mais aussi pour interroger cette pluralité de concepts qu'il y a derrière la question du développement. Donc aujourd'hui, nous, on va le reposer aussi, on va le reposer comme on l'a fait dans le numéro spécial, dans l'intervention, en espérant que vous puissiez un petit peu mieux voir ce qu'il y a derrière. Un deuxième point qui nous a interpellés aussi dans ces différentes manifestations, c'est que la question du développement, même si dans l'ergonomie constructive, elle est posée comme un objectif premier de l'intervention, finalement, cette question de développement, c'est une réflexion qui est trop souvent menée a posteriori de l'intervention. C'est-à-dire que dès le départ, quand on va poser les conditions de l'intervention à la fameuse analyse et reformulation de la demande, on ne porte pas forcément les questions de développement. Mais a posteriori, comme vous avez pu commencer à le voir hier, on se dit finalement mon dispositif méthodologique, finalement la façon dont j'ai pu renégocier ou négocier les objectifs de l'intervention, je me rends compte qu'il y avait du développement. Donc même si c'est porté comme un objectif, c'est réfléchi trop souvent après. Et donc, ça nous questionne, et puis on vous le pose aussi comme une question tout au long de cette journée. Et un troisième point aussi qui nous a paru important quand on a commencé à discuter de ce projet d'ouvrage collectif,
c'est cet objectif développemental, au final, est-ce que ça veut dire que, si je le prends un peu ici dans le contexte de la formation professionnelle des ergonomes, est-ce que ça veut dire qu'à partir de maintenant, il faut enseigner que l'intervention ergonomique doit porter cet objectif de développement dans toutes les phases de l'intervention, comme s'il y avait une nouvelle injonction de l'intervention qui était celle de formuler des objectifs développementaux. Et donc c'est aussi une question qu'on va essayer de mobiliser aujourd'hui. Je pense que c'est bon. Donc, à partir de ces différentes manifestations scientifiques, de ce numéro spécial, etc., nous avons défini 7 défis clés qui nous paraissent revenir à chaque fois quand il y a une intervention avec des objectifs de développement. Et donc, c'est ces 7 défis que nous allons vous présenter très brièvement et que nous allons illustrer aussi par quelques exemples récents d'intervention. Et attends juste la consigne. Et du coup, on a un petit travail aussi à vous faire faire. C'est au fil donc, de notre présentation, de la présentation de ces 7 défis-là, dans la mesure du possible. N'hésitez pas à réfléchir aussi à voir comment ce défi-là, il vous interpelle, si ça vous parle ou si c'est complètement abstrait. Et aussi s'il y aurait d'autres défis auxquels vous pourriez réfléchir. Donc pour commencer, le défi numéro 1, négocier... Il y a un gros débat sur le terme de défi quand même. On n'a pas trouvé. Bon, moi j'aime bien, ouais, défi. Défis relevés, hein, parce que nous on les pose ici, mais à partir de tous les témoignages qu'on a collectés, on voit que c'est les défis que les gens se sont posés et la plupart du temps qu'ils ont pu relever. Donc premier défi, négocier l'entrée sur le terrain et l'enjeu du développement. Donc la question qui se pose et qu'on peut vous poser aussi, c'est de savoir est-ce qu'il est possible, et si oui, comment, de négocier dès l'entrée sur le terrain de la fameuse analyse et reformulation de la demande, ces objectifs de développement. Qu'est-ce que tu en penses, Justine ? Je redoutais. Et voilà, bon, je savais que j'allais rire. Mais on a essayé de faire une intervention dialogique, évidemment, comme vous l'avez deviné. Mais bon, l'idée, c'est qu'on essaye d'éclairer par nos propres interventions un questionnement autour de chaque défi. Vous l'avez compris. Donc, du coup, défi numéro 1, en effet, complexe parfois à relever, dans le sens où ce qu'on se disait avec Maracel, c'est qu'en fait, le terme même de développement soulève des acceptions plurielles. Et du coup, quand on discute avec les intervenants, la question se pose, est-ce qu'il faut parler d'emblée dans la négociation des interventions et l'entrée dans votre terrain de la perspective d'un développement ? Vu que ce terme est quand même complexe à définir, c'est quand même compliqué. Alors j'ai eu juste un terrain où j'ai vraiment pu en faire un objet de discussion, puisque c'était l'Institut de recherche pour le développement. Donc évidemment, ils avaient ces enjeux de développement au cœur de leur institut, et ils étaient. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'ils étaient très intrigués de la transposition des théories d'Amartya Sen et la théorie des capacités, qu'ils connaissaient par ailleurs et qui mobilisaient dans leur cadre théorique, à la question des risques psychosociaux, puisque c'était un peu l'enjeu de l'intervention, et des risques qu'il y avait aussi dans l'organisation, donc dans cet institut. Donc il y a eu un enjeu de débat et de dialogue autour de cadres conceptuels qui étaient partagés, mais évidemment, ça n'est arrivé qu'une fois dans mes interventions. Après, c'est plus compliqué de parler d'emblée de développement. Par contre, du coup, plus que de parler de développement, mais bon, ça, on interroge. Hein, ici, il n'y a pas c'est pas une prescription. Hein, dans chaque défi, c'est plutôt de se dire les enjeux qu'on a vécus et puis qu'on voudrait porter à la discussion. C'est de savoir plutôt, donc, moins de poser la question quand et comment en parler, c'est de se dire d'emblée, il faut que l'intervention, il y ait une perspective, enfin qu'elle soit malléable, l'intervention. Si elle n'est pas pensée comme malléable et si l'organisation, elle non plus, n'est pas définie comme quelque chose, comme Joanne l'avait défini dans ses travaux, de très processuel, en questionnement, la question de s'organiser ensemble qui, du coup, implique tous les acteurs et pas seulement les décideurs,
Dans ce cadre-là, on peut vraiment avoir cette perspective développementale dès le départ. Donc plus que de parler de développement parce qu'on veut caser notre concept et qu'on a écrit un bouquin, et voilà. En fait, l'idée, c'est de se dire, plutôt de ça, il faut se dire, est-ce que l'intervention est malléable? Est-ce qu'on va pouvoir en faire un instrument qui va pouvoir s'adapter et être adapté? Du coup, on va voir les mécanismes qui font que ça peut être plus ou moins malléable. Et surtout, est-ce qu'on peut avoir une définition partagée de ce qu'est une organisation dans son caractère aussi malléable aussi, là encore, c'est-à-dire qu'on peut transformer l'organisation parce que déjà, ce n'est pas vu comme une structure figée avec des concepteurs qui la pensent pour d'autres, en particulier pour nos opérateurs travailleurs. Bon, il y a eu le débat hier. Donc voilà, c'est du coup l'enjeu du défi numéro 2, de saisir les possibilités de développement par cette intervention dite malléable. Alors, ça veut dire quoi une intervention malléable? Ça veut dire que c'est plus que de voir l'intervention comme une expérience construite, c'est de la voir comme une expérience vécue, qui va, et là je cite Jacques Girin, faire l'objet d'opportunisme méthodique. Ça veut dire, alors j'aime bien cette phrase, mais je suis obligée de la lire parce que je n'ai pas apprise par cœur, arriver au port, pas toujours par le chemin que l'on prévoyait de suivre, pas toujours dans le temps prévu, et même quelquefois pas dans le port où l'on pensait se rendre. Donc c'est tout l'enjeu de nos interventions, et ça rejoint évidemment des réflexions qu'on a pu avoir hier, et notamment avec les conseillers agricoles, là je pense, sur le caractère imprévisible finalement. Et je pense qu'il faut d'emblée, du coup, être dans cette logique-là. Ça veut dire aussi éviter d'entrer forcément par un enjeu avec une demande qui fige un peu aussi parfois les choses et parfois un peu trop. Plutôt de se dire on va avancer ensemble, on va enquêter ensemble, notamment quand on va rencontrer des situations indéterminées, imprévues. Donc ça, c'est important. Et Jacques Girin aussi, et du coup, ça va être l'objet de questionnement pour Marisol, Jacques Girin nous encourage à mettre en place des instances. On l'a vu très clairement dans la présentation d'Antoine hier. Il y a des comités de pilotage. Alors, Jacques Girin parle d'instances de gestion où on renégocie un peu en permanence les enjeux de la recherche, les méthodes, la façon aussi dont on va collecter des données. Et donc, toutes ces instances, à mon avis, devraient faire plus l'objet de réflexion en tant que telles chez les ergonomes, parce qu'on a une petite tendance à avoir pas mal maintenant d'instances, les mettre en place, etc. Et Marisol a une expérience intéressante, justement, qui interroge la pertinence aussi parfois de ces instances, qui peuvent à la fois être une opportunité, comme on l'avait vu en 2017, mais aussi un frein dans la pratique vécue. Exactement. Et donc pour vous parler un petit peu de cette question de la malléabilité de l'intervention, je vais m'appuyer sur une recherche-intervention. Donc je suis un petit peu désolée parce que hier vous avez posé la question, dire mais en fait à chaque fois vous nous parlez de recherche, d'intervention très longue. Donc là à nouveau ça se place un petit peu aussi dans ce contexte un petit peu de recherche aussi, même si moi en tant que consultante j'interviens plutôt on va dire sur une intervention. Et pour les Master 2 que j'ai eu il n'y a pas très longtemps, je vous ai un petit peu parlé de cette recherche-intervention que je mène actuellement dans le domaine des entrepôts logistiques. Et je vais revenir sur ces questions d'instance. Donc la demande initiale qui a été formulée donc, par un groupement de recherche concerne l'intégration du facteur humain dans la recherche opérationnelle dans une perspective d'optimisation. Donc l'idée, c'est ici de travailler à des algorithmes d'optimisation de la préparation des commandes. C'est dans le domaine du retail. Avec une injonction qu'ils ont eue, eux, de la part de l'ANR, d'intégrer le facteur humain. Et donc, très concrètement, si on prend cette question des instances, ici, on a cette instance qui sont donc ce groupement de recherche. On a aussi une deuxième instance qui est le comité de direction de l'entrepôt, qui est un partenaire de cette recherche-là, et qui ont des attentes très précises sur ce que eux ils considèrent être le facteur humain et l'ergonomie. Et donc ici, il est attendu de notre part qu'on donne on va dire des enjeux d'ergonomie en termes de limitation du port de charge, de posture, de déplacement, qui sont bien évidemment des enjeux qui sont très importants. Et donc nous, avec l'autre ergonome avec qui je fais cette intervention, un grand travail donc, sur plusieurs mois qui a été de travailler avec ces deux instances pour pouvoir donc, répondre à cette demande, mais construire au-delà de cette demande initiale et des attentes initiales, construire et inscrire nos objets développementaux.
Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette intervention. Je vais juste vous donner un petit peu quelques mots sur qu'est-ce qu'on a proposé, nous, d'inscrire en termes d'objectifs développementaux. Donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est de partir de situations très concrètes qui étaient vécues par les travailleurs de ces entrepôts-là, qui sont les situations de congestion dans les allées, dans les préparations de commandes. Et nous avons questionné quelles sont les compétences professionnelles nécessaires pour faire face à ces situations-là et comment, dans un public pratiquement essentiellement d'intérimaires, on pouvait développer ces compétences-là pour être efficace dans la situation. Donc voilà, c'est juste poser la question. Mais pour finir et pour rebondir sur ce que disait Justine, ces instances, parfois, elles peuvent être un frein parce qu'elles vont vous contraindre dans ce qu'elles croient être l'ergonomie ou les attentes, mais aussi par le travail avec celles-ci, vous pouvez aussi donc instruire ces objectifs développementaux. Et donc, à partir donc, de cette question de la malléabilité, on a aussi élargi sur un troisième défi. Et ce défi-là, il concerne le fait d'inscrire l'intervention dans des espaces et des lieux qui vont au-delà de la présence de l'ergonome. Alors, à mon avis, c'est un défi clé, surtout si on cherche à développer les organisations. On l'a vu un peu hier avec la présentation de Willy, qui interroge du fait même de la question des parcours, ses temps et ses lieux, par la question aussi du récit, de la mise en récit, de la mise en intrigue. Donc, en fait, c'est important parce qu'à partir du moment où vous voulez développer l'organisation, ça oblige à interroger les temps et les lieux de l'intervention. Je donnerai l'exemple dans une centrale nucléaire dans laquelle je suis intervenue très rapidement. On m'avait un peu cantonné à la salle de commande. C'est-à-dire que, bon, déjà, il y a pas mal de choses à essayer de comprendre dans la salle de commande. On essayait du coup de développer l'activité collective dans cette salle de commande. Et très vite, je me suis sentie à l'étroit dans cette salle de commande, puisque je voyais que les opérateurs avaient cette fameuse situation indéterminée de doute dont je parlais tout à l'heure, qui là se concrétisait par des travaux d'une toute autre nature que ceux habituellement faits. C'était les travaux à réaliser pour prolonger la durée de vie des centrales nucléaires, qui étaient vraiment des travaux qui n'avaient pas l'habitude de faire, et surtout qui rassemblaient des services qui n'avaient pas du tout l'habitude de travailler ensemble et qui n'étaient pas géographiquement ni dans les mêmes lieux, ni dans les mêmes temps aussi, en termes parfois des personnes, par exemple à l'ingénierie à Lyon, la centrale étant celle de Saint-Alban, à l'ingénierie à Lyon, devait arbitrer sur les travaux, prioriser certains travaux à réaliser. Et donc, parfois, il y avait donc des missions à réaliser dans la centrale qui arrivaient de Lyon, et les opérateurs devaient s'organiser, et on voyait bien qu'il y avait voilà, c'était difficile, la situation était, en tout cas, entraînait des doutes quant à l'activité classique quotidienne. Donc, par rapport à ça, on s'est dit, en fait, on va essayer de se réorganiser ensemble, et donc, nous, on avait aussi des éléments à apporter par rapport à ces premières immersions dans la salle de commande, mais très vite, on a dû aussi aller dans d'autres services, parfois que l'on ne connaissait pas, mais qui, du coup, étaient reliés à cette situation douteuse, qui était, du coup, ce prolongement de la durée de vie des centrales avec des travaux bizarres à réaliser. Alors, du coup, on a observé, enquêté ensemble autour de ces situations, et donc, on s'est aperçu que ça se jouait dans des temps et des lieux très distincts. Je vous invite aussi à lire la thèse de Benoît Tricart dans le BTP, je ne sais pas s'il y en a certains peut-être qui sont dans ce secteur, TRICARD, je vois qui est pour moi une thèse aussi assez révélatrice. Alors, ils ont écrit aussi un papier avec Yves Clos, donc c'est Philippe Lorineau qui a encadré cette thèse, et Benoît Tricart, qui montre bien en fait que tous les problèmes que l'on connaît sur les chantiers en termes de risque, de conditions de travail, de santé au travail, se jouent dans des activités bien en amont de négociation des chantiers, du prix, donc des services avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler, et qui sont en effet géographiquement souvent éloignés des zones de là où on se trouve dans nos interventions. Donc ça oblige à du coup interpeller aussi la participation directe des travailleurs, cet enjeu de participation qui va être le prochain défi à relever, qui est importante parce que évidemment on est là obligé de quitter une logique métier. Donc on ne met pas autour de la table
des opérateurs qui font le même métier. On ne met plus les opérateurs de la salle de commande autour de la table, mais bien des opérateurs de services totalement différents, qui ne se connaissent pas forcément, mais qui vont du coup essayer de parler de leur travail et du coup que chacun puisse évidemment mieux projeter l'activité des uns et des autres sur sa propre activité. D'où le défi suivant, qui est le défi numéro 4, qui est celui d'encourager la participation et de réinventer l'organisation par la participation. Alors ça, c'est à mon avis aussi un enjeu important, la participation. Et hier, il y a eu des éléments quand même qui sont restés un peu implicites dans la communication, notamment d'Antoine, et moi que j'aimerais bien discuter. On voyait très clairement qu'il y avait ces fameux référents métiers. Or, moi j'ai été un petit peu aussi imprégnée des travaux de Mathieu Deschessard, que certains peut-être connaissent, qui est un chercheur, un professeur en sciences de gestion à Nantes, pas très loin d'ici, qui travaille du coup sur ces fameux espaces de discussion, des espaces du coup où c'est le chef d'équipe qui anime la discussion sur le travail. Et on a eu cette discussion hier avec Antoine. En fait, c'est vrai, et il l'a dit très clairement dans la table ronde aussi, le chef d'équipe n'est plus, quand il y a ces référents métiers, n'est plus celui qui fait discuter le travail. Or, c'était aussi leur redonner cette essence même du métier normalement de chef d'équipe, qui est d'être voilà, aussi... dans les théories de la régulation que mobilise bien Johan, etc., c'est de se dire voilà, comment en fait on fait participer les travailleurs et on donne une voix au chapitre aux membres de l'équipe pour éviter aussi que le chef d'équipe prenne des décisions totalement isolées et donc devienne concepteur comme on connaît dans les organisations tayloriennes. Donc il y a cet enjeu de participation. Donc, alors moi je suis d'habitude plus quand même dans une logique de réhabiliter le chef d'équipe ou le manager de proximité dans cet enjeu de la discussion et de faire participer du coup les opérateurs, les travailleurs par le biais du chef d'équipe. Antoine se positionne du coup davantage avec ses référents métiers, puis on va voir aussi que Maria-Sol avait réfléchi à cette idée d'ambassadeur, elle appelle des ambassadeurs et on verra un petit peu les nuances par rapport aux référents métiers. Par rapport à ça, du coup, c'est aussi de se dire la participation, elle se fait à différents niveaux. Là, on donne la possibilité aux opérateurs de parler du travail, mais du coup, la participation devient indirecte à partir du moment où on a des référents, puisqu'il y a des élections, comme on l'a vu hier dans le terrain d'Antoine chez les éboueurs. Donc, il y a des élections, donc ça pose aussi tout l'enjeu démocratique, etc., derrière tout ça. Et du coup, il y a voilà, cette double niveau de voilà, comment on discute sur le travail, pas toujours simple, comment on accompagne du coup les chefs d'équipe quand il y a ces enjeux de faire discuter et de parler du travail, ou alors est-ce qu'on donne à certains opérateurs, le rôle de référent métier ou d'ambassadeur, comme tu as pu le vivre et l'expérimenter. Donc ce défi sur la participation, donc c'est un défi que j'aime beaucoup. Si y a un défi parmi tous les témoignages que nous avons pu recueillir là depuis 5 ans ou plus auprès d'ergonomes, je pense que celui de la participation, je dirais qu'il revient à 99% du temps. On ne voit pas comment on fait une intervention à visée développementale capacitante sans mettre au cœur des dispositifs d'intervention les travailleurs mêmes. C'est aussi un défi qui me tient à cœur puisque c'était un peu la question centrale de ma thèse. Ce n'est pas l'exemple que j'ai choisi aujourd'hui. Je l'ai déjà présenté il y a quelques années ici aussi. Et aujourd'hui, moi, je voudrais re-questionner donc, cette question de la participation par une intervention que je mène actuellement, notamment avec Yasmina Catrin qui va vous parler plus tard, mais pas de cet exemple-là. Dans le cadre de la production d'énergie hydraulique. Donc on n'est plus particulièrement dans un contexte de conception d'outils informatiques, d'aide à la téléconduite pour les opérateurs de la conduite qui sont les chefs de car, donc qui ont en charge de démarrer les groupes de production d'énergie. La particularité de ce projet, c'est que dès le départ, il y avait une très forte volonté de faire des démarches participatives. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on a eu... on n'a pas beaucoup de mal à négocier cette dimension-là. C'était quelque chose de très nouveau, puisque ces chefs de car n'étaient pas du tout habitués à ce qu'on les mette à dire quelque part, à participer, à être vraiment impliqués dans la conception de leurs outils. Ils étaient plutôt habitués à être dans une posture de validation où il y avait toute l'ingénierie qui concevait les différents outils et que quand tout était un peu ficelé, au-delà du prototype, vraiment des outils fonctionnels, on venait leur poser des questions, leur demander s'ils aimaient pas, qu'est-ce qu'il fallait changer. Et donc, dans notre cas, dès le départ, on s'est dit, on est parti d'une feuille blanche
et ces opérateurs de conduite, donc ces chefs de car, avaient à participer avec nous. Donc, comme l'a dit Justine, ici, dans notre intervention, ce groupe a pris le nom, ces représentants des chefs de car étaient appelés des ambassadeurs. Et ce qui a été très intéressant aussi sur cette question de la participation, c'est que finalement, on dit toujours on prône la participation dans les démarches développementales, mais on voit que les travailleurs eux-mêmes ne sont pas forcément toujours à l'aise dans ce rôle qu'on leur donne. Puisqu'ici, ces fameux ambassadeurs, quelque part, ils portaient la volonté donc, du futur, mais voilà, en représentant de leur père. Ce qui mettait quand même un poids important sur eux, puisque quand tout va bien, c'est très bien, mais quand il y avait des choses qui n'allaient pas, quand il y avait des souhaits qui n'étaient pas pris en compte, c'était eux qui étaient en première ligne pour aller raconter à leur père pourquoi est-ce que les ingénieurs, les chercheurs, etc., n'avaient pas forcément pris en compte ça. Donc ça, c'est le premier point juste que je voulais dire sur la participation, c'est que finalement, oui, participation, mais je pense qu'il y a aussi à se questionner sur comment est vécue cette participation par les participants même et dans quelle mesure ils sont à l'aise pour porter ces rôles et du coup, comment nous, en tant qu'ergonomes, on peut les porter. Et deuxième point, et je finirai là-dessus, cette question aussi de la participation, elle re-questionne aussi le rôle de l'ergonome, puisque l'ergonome, par essence, quand il est dans une démarche participative, il doit se mettre beaucoup plus en retrait pour laisser justement les discussions se produire entre travailleurs. Donc, ces deux points-là, pour moi, qui méritent aussi de, peut-être vous, dans vos futures interventions très prochainement, d'avoir en tête quand vous allez mettre en place ces démarches participatives. Et donc, nous arrivons donc, après ces démarches participatives sur le défi numéro 5. Donc, ce défi qui va concerner la dimension formative de l'intervention avec une visée développementale. Alors du coup, ce défi, on renvoie ici aux travaux sur l'intervention comme acte pédagogique et parfois il n'y a pas cet enjeu même de formation, donc ça c'est Joanne Petit, Duguay, etc., qui avait travaillé déjà là-dessus. Mais là, l'idée, c'était aussi de se dire, quand on rentre par la formation, pour le coup, là, je suis dans un entrepôt aussi logistique, mais dans l'agroalimentaire, et je fais actuellement, et on m'a demandé de former les chefs d'équipe à un module qualité, hygiène, sécurité, environnement. Alors, en fait, ça m'a un peu perturbée d'entrer sur le terrain. Alors, au moins, je n'avais pas de demande. J'avais une autre modalité d'entrer sur le terrain qui était de former des chefs d'équipe. Donc, alors, il y a à la fois des opportunités par rapport à cette nouvelle casquette un peu de formatrice, c'est qu'on a quand même un accès assez libre aux informations parce que, comme on dit qu'on collecte des données pour alimenter la formation, on a d'un coup accès à beaucoup de données plutôt que de dire que c'est pour nos recherches. Mais du coup, il y a à la fois une posture intéressante de formatrice. En même temps, il y a une attente un peu quand même de la formation descendante où on est là l'expert qui va transmettre les savoirs. Et donc, il y a quand même aussi cet enjeu même des attentes qui est quand même fort et qui est quand même toujours un petit peu classique. Et donc là, on a essayé de transformer les temps et les espaces de formation en des temps et des espaces de discussion sur le travail. Alors, au début, il y avait un peu cette idée mais c'est pas de la formation. On les mettait en fait en situation de devoir du coup parler du travail. Et comme c'était des anciens préparateurs, c'était intéressant. Leur posture était de passer de préparateur à chef d'équipe. Du coup, on les a vraiment interrogés sur donc qu'est-ce que ça voulait dire le travail de préparateur. On est retourné dans l'entrepôt avec eux pendant la formation. Donc, on a fait vraiment en sorte on a mis en place des espaces de discussion avec eux et donc on les observait plus à regarder comment ils pouvaient en effet faire parler et surtout parler du travail avec les opérateurs. Donc ça a été intéressant, cette entrée par cette porte. Et donc on se situe un peu dans la formation Action-Recherche, qui est, Catherine Tégère en avait un petit peu parlé. Et c'est vrai que c'est une autre manière aussi de faire de la recherche, mais avec des enjeux de formation aussi qui ne sont pas à négliger.
Et ça oblige aussi, là encore, alors aujourd'hui, on sensibilise les membres du CODIR parce qu'on voudrait en fait transformer via ces formations, l'entrée par ces formations, par les espaces de discussion qui commencent à avoir lieu, à transformer vers dans ce qu'on appelle une entreprise dialogique. Pour vous dire les difficultés qu'on rencontre, parce que tout n'est pas rose dans les terrains par exemple, là, il y a eu cette idée magique du CODIR, du comité de direction, donc de mettre en place des primes de performance sur les espaces de discussion, ce qui légèrement dénature les choses. Donc, ils doivent en faire 2 par mois et ils sont objectivés, pour reprendre les termes dans l'entreprise, sur ça. Donc, évidemment, on a eu une petite discussion animée dans les comités parce que ça nous a un petit peu perturbés. Bon, autant vous dire qu'il y avait des arguments de part et d'autre. Mais voilà, tout n'est pas facile, mais en même temps, ça montre... Alors pour eux, c'était au contraire dire qu'ils avaient intégré le fait que maintenant, les espaces de discussion, c'était important dans l'organisation, mais pour nous, du coup, il y avait cette question de quand même de la mesure, etc. Donc ça interroge finalement le défi suivant que je vais introduire, qui est comment aussi on évalue nos interventions. Donc là, c'était un critère que l'on ne maîtrisait pas, cette évaluation par finalement la performance au sens strict du nombre d'espaces menés, et du coup, ça avait un intérêt dans les primes, le calcul des primes. Ça interroge plus largement aussi la question de la pérennisation des interventions. Alors, on voit même au cours de l'intervention, et là je parle et je suis sûre que ça va vous faire penser à des choses, mais pendant l'intervention, le contexte évolue, la personne qui soutenait l'intervention ergonomique part, etc. Donc déjà, il y a cette question de comment on pérennise au cours même de l'intervention les choses, parce qu'il y a plein de choses qui vont bouger dans le temps où on va être là, mais évidemment aussi, ça se pose la question au-delà quand on part, quand on arrête, parce que voilà, il y a une fin à tout. Du coup, se pose la question de l'évaluation. Et donc là, ce qu'on voulait vraiment dire dans ce défi, c'est surtout ne pas, à mon avis, réfléchir à des critères d'appréciation a priori. Et là encore, et ça rejoint un peu ce que disaient Paul et Marianne hier dans les conseillers agricoles, ça se construit aussi vos critères dans l'intervention. Parce que c'est les fameuses fins en vue de dit oui, etc. C'est en fait les finalités se construisent au cours même de l'enquête, et donc vous ne pouvez pas arriver avec des critères d'appréciation ou d'évaluation de vos interventions a priori, même s'il y a certains travaux qui tendent parfois à donner des listes de critères qui pourraient être intéressants. Mais l'idée, moi vraiment, je pense, dans ces interventions, en tout cas qui se revendiquent d'une approche développementale, c'est d'arriver, de les construire finalement, ces critères, dans l'intervention. Donc, un exemple où Marisol a été plus directement confrontée à cette demande de créer des indicateurs, en tout cas de justifier une certaine performance. Et du coup, le récit suit. Donc, pour introduire ce défi, effectivement, c'est un petit peu on a dit, ces défis sont issus d'un ensemble de pratiques que nous, on a avec des gens avec qui on a travaillé. Et je crois que c'est celui peut-être le plus difficile à atteindre. En tout cas, c'est celui qui a été le moins cité par tous les auteurs avec qui on a travaillé dans les différentes manifestations scientifiques. Je pense que c'est effectivement pas évident d'évaluer son propre travail, d'évaluer ses effets. Et quand on parle ici de développement, là, on va dire ça rajoute une couche supplémentaire, puisque ça évaluer les impacts en termes de développement, ça demande aussi du temps. Après l'intervention, le développement, c'est pas comme ça, il ne se produit pas immédiatement. Donc, une fois qu'on sait comment on pourrait éventuellement évaluer un effet induit de notre démarche, il nous faut aussi pouvoir revenir sur le lieu de l'intervention pour pouvoir l'évaluer. Et donc, effectivement, là, moi, en tant qu'ergonome consultante, et du coup, ça vous parlera peut-être aussi dans vos apprentissages, dans vos interventions, qui sont peut-être sur une durée moins longue qu'une recherche sur plusieurs années. C'est comment on va revenir sur un lieu où notre intervention, elle s'est déjà terminée, pour voir comment notre dispositif a eu un effet. Je vais illustrer ici cette question des critères d'évaluation, à nouveau par cette même intervention dans le domaine de l'énergie hydraulique. Et ici, c'était un peu particulier dans le sens où on a été aussi un peu obligé de construire ces critères, puisqu'il fallait que notre dispositif méthodologique, je vous ai parlé des ambassadeurs, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais toutes ces démarches participatives,
vu que c'était quelque chose d'assez nouveau dans l'organisation, il fallait qu'on montre qu'il y avait un impact, que ça fonctionnait, qu'il y avait une forme de retour sur investissement, puisqu'il faut imaginer qu'à chaque groupe de travail, il y a une vingtaine d'ambassadeurs qui sont mobilisés pendant plusieurs jours pour travailler à la conception d'un outil numérique. Et donc moi, je vais vous présenter très simplement, je ne dis pas que c'est les meilleurs, ce ne sera forcément pas les vôtres, je vais vous dire juste lesquels nous, on a trouvé et que finalement, on a mobilisé pour se dire il y a eu un effet développemental de cette intervention-là. Donc le premier a été analyser finalement les traces des groupes de conception et ce qu'on a appelé, nous, les objets représentationnels des processus de travail. C'est-à-dire que beaucoup de discussions ont été faites sur les façons de travailler, les nouvelles règles de travail qu'imposaient des nouvelles directives européennes, etc. Et on voyait comment les chefs de car, ils faisaient des schémas, des logigrammes, des diagrammes, ils mobilisaient plein de façons différentes de pouvoir dessiner leur propre travail. Ça renvoie aussi un petit peu aux choses que présentait Willy hier aussi. C'est la liste des problèmes avec des représentations assez visuelles des choses. Donc, il y avait un premier objet qu'on a analysé, c'était ces objets-là, comment ils se sont construits, comment ils ont évolué au fil des groupes de travail et comment ils ont permis justement de mettre en discussion le travail, les nouvelles règles. Donc, premier outil qu'on a évalué, donc premier critère. Il y en a 3 seulement. Le deuxième, c'est une redéfinition du travail qui déborde des objectifs initiaux, c'est-à-dire que nous, on avait quand même posé un certain nombre de points à la conception de ce fameux outil. Et donc, il fallait, quelque part, d'un point de vue de l'ingénierie, donner des spécifications fonctionnelles pour concevoir un outil. Et on voyait très bien comment, dans ces groupes de travail avec les ambassadeurs, ils re-questionnaient des choses qui ont, si on le voit un peu de l'extérieur, on se dit, mais en fait, pourquoi ils parlent de ça ? C'est pas l'objet de cette discussion. Et donc, nous, on a identifié toutes ces choses-là qui débordaient des objectifs initiaux, qui débordaient des questions que nous, on se posait, d'où le fait de se mettre en retrait. Et on a analysé de quoi ça parle. Un peu comme Marianne et Paul, quand ils vont dans les champs où il n'y a rien pour voir de quoi ça parle. Au final, on les laisse parler de choses qui ne sont pas l'objet de la discussion. Et ça nous a permis aussi de voir quelles étaient les préoccupations derrière toutes ces nouvelles évolutions du travail. Et le troisième et le dernier critère que nous, on a posé ici, c'était, et là je parle de créativité, mais c'était l'émergence de solutions créatives. Dans quelle mesure les solutions qu'ils ont posées, donc à nouveau des solutions très concrètes de conception d'un outil numérique, sont créatives. Donc là, ça renvoie à comment on a évalué que c'est créatif. Je ne pourrais pas rentrer dans les détails, mais on a essayé d'évaluer comment ça s'était éloigné par rapport à ce que nous, on aurait pu poser si ces personnes-là n'avaient pas été participantes. Donc voilà 3 critères que nous, on a pu construire pour évaluer ce caractère un petit peu développemental de cette intervention. Et nous allons finir notre présentation sur les 7 défis, donc par un défi qui finalement découle de des 6 autres, puisque c'est comment on interroge la posture de l'ergonome et de son activité par la mobilisation de toutes ces choses qu'on vient de vous présenter. Donc ici, si on va sur des travaux assez anciens, on peut par exemple faire écho aux travaux de Pierre Falzon qui avait... comment ? Oui. Donc ça s'y prête plus finalement ces trois distinctions qui avaient défini la posture de l'ergonome médecin, l'ergonome pompier, l'ergonome concepteur. Je pense que sans rentrer dans les détails, c'est des choses à mon avis qui vous parlent très bien, même dans vos premières expériences professionnelles.
hier, donc nos collègues, ils ont fait plutôt écho à la posture de l'ergonome en tant que garant du cadre dialogique. Et ici, on en parle aussi beaucoup avec ces démarches très fortement participatives. Et on peut se poser la question de est-ce que ces rôles évoluent? Est-ce qu'il y a d'autres nouveaux rôles dans une intervention qui a une perspective développementale? Alors du coup, on avait réfléchi à cette posture un peu qui rejoint les réflexions d'hier, mais d'enquêteurs parmi les enquêteurs, qui pose du coup la question du chercheur et du praticien, qui sont tous les deux, du coup, deviennent des enquêteurs devant cette situation indéterminée. Je reprends la définition un peu de départ pour qu'il y ait une boucle dans la démonstration, mais du coup, voilà, de se dire ensemble devant une situation indéterminée, etc., on va aider, en fait, on va s'organiser ensemble, et du coup, on est là pendant cette phase un peu d'organisation, de réorganisation, et donc on devient enquêteur parmi les enquêteurs. Ça pose quand même pas mal de questions, même sur l'objet même de l'observation ou de l'interview, parce que du coup, on peut même se poser la question si l'observation ou l'interview finalement ne remet pas un peu ce côté expert qui pose des questions et qui attend des réponses, si on ne recrée pas finalement une dynamique peu développementale finalement, alors tout dépend de la manière dont on les mène, etc., mais dans ces modalités un peu classiques. Et donc, est-ce que dans ces dynamiques d'enquête, finalement, ce qu'on ne fait pas, c'est simplement collecter des indices que l'on va continuellement réinjecter dans le cours de l'enquête qui se produit donc pendant l'intervention et au-delà, puisqu'on espère aussi que cette fameuse pérennisation au-delà de l'intervention. Donc, on va donner la parole au public, mais on va juste présenter du coup la journée aussi, parce que c'est l'enjeu d'une introduction de la journée. C'est de se dire, est-ce que finalement, tout ce qu'on vient de dire... Pardon. Merci. En fait, tout ce qu'on vient de dire, finalement, est-ce que on va retrouver des enjeux, hein. D'ailleurs, on a essayé de percevoir des défis dans chacune des interventions du jour. En fait, l'idée, c'est ça va interpeller finalement les questions du développement, mais aussi l'intervention et la manière dont on fait nos interventions. Et ça va donner aussi à voir certaines postures, hein, toutes les présentations d'aujourd'hui. Donc, on va avoir Sarah et Céline qui vont s'interroger sur le développement des jeunesses organisationnelles. Donc là, on a le défi un peu au départ de se dire quand même on développe l'organisation. Ça reste toujours quand même un enjeu difficile, un objet difficile à saisir, l'organisation. Donc ça reste important, ce questionnement sur les jeunesses organisationnelles. Liliana, via une vidéo du Portugal, nous présentera le rôle clé du territoire. Là, on interroge très clairement le défi des temps et des lieux, alors à une échelle qui dépasse même l'objet de notre intervention, puisque nous, on est resté sur une échelle plus méso de l'organisation. Là, on va aller sur l'échelle territoriale. Donc, ça va interroger ce défi-là. Yasmina aussi, qui va du coup contribuer à poser aussi la question clairement de la posture, puisqu'elle se dénomme elle-même concepteur parmi les concepteurs. Je n'ai pas osé mettre conceptrice, parce que je ne savais pas si ça se... Bon, ça, c'est le problème. Donc, du coup, voilà, j'ai pas osé. Et réflexion aussi autour de ses propres développements, en fait, qui va nous permettre, et merci du coup Yasmina, des échanges qu'on a pu avoir aussi en amont par rapport à cet enjeu de la posture de l'ergonome. Donc, on va aussi avoir l'opportunité de t'écouter sur ces questions-là. Gaëtan et Christophe vont aussi nous permettre d'aller un peu plus loin aussi, puisque depuis hier, on dit que nos cadres d'intervention ne sont plus forcément, ou la manière dont on enseigne aussi l'intervention, par comprendre le travail, par le transformer, etc., n'est plus forcément appropriée. Et là, il y a vraiment un enjeu, une réflexion méthodologique aussi, d'un nouveau cadre méthodologique qui pourrait nous être très utile, avec l'agencement de dispositifs au cœur de ce dispositif-là. Et on finira en beauté avec Joanne, qui du coup nous montre une conception un peu progressive de l'intervention aussi, avec des niveaux d'action, un niveau 1 et un niveau 2 qui permettra aussi de voir qu'on n'est pas forcément toujours dans les niveaux structure processus, et surtout qui enclenchera une discussion, à mon avis, fondamentale pour finir ces journées sur le développement des transitions sociétales. Donc voilà un peu le programme du jour, et donc on voulait un petit peu vous discuter un peu avec vous sur ces interventions, vos premiers retours d'expérience par rapport à ça, et notamment, est-ce que les défis interpellent votre propre pratique? Est-ce que vous parvenez à les relever? Tu veux finir? Et est-ce qu'il faut les relever? Et est-ce que sinon vous avez aussi d'autres défis qui vous apparaissent clés, qui auraient pu être évidemment oubliés? Alors il n'y a pas du tout d'enjeu de prescription dans ces défis, bien au contraire. C'est plutôt une grille de lecture. Ça rejoint un peu un article qui nous a beaucoup aidé de Joanne et d'autres auteurs sur en fait de penser aussi son intervention. On vous demande de plus en plus une activité réflexive sur vos propres pratiques. Et il y avait un schéma intéressant aussi, parce qu'on part avec des objectifs, on a
tout un cercle à un moment de retournement des situations qui n'évoluent pas comme on souhaite, donc le fameux port dans lequel on ne parvient pas forcément à arriver. Et du coup, c'est ça aussi qui nous intéresse dans la manière de produire des récits sur l'intervention, c'est ces fameux ajustements et ces retours un peu en arrière qui montrent aussi les difficultés que l'on rencontre et qui potentiellement soulèveraient d'autres défis. Donc je ne sais pas si...